Au moins 56 000 personnes meurent chaque année des suites d'une infection par une bactérie résistante aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques qui constitue, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale. Nous en parlerons dans ce journal. Et puis en Éthiopie, les membres de l'ethnie Sidama se prononcent par référendum sur la création de leur propre région au sein de l'État fédéral, un scrutin test pour la stabilité future du pays. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. De nombreuses personnes développent des résistances aux antibiotiques. La résistance aux antibiotiques ou l'antibiorésistance désigne l'inefficacité des médicaments antibiotiques dans le traitement d'une infection et donc son impossibilité à la guérir. Elle s'explique par le développement de bactéries spécifiques et résistantes à ces médicaments. Le recours massif à ces nouveaux médicaments est ce qui a poussé les bactéries à se réinventer en quelque sorte pour échapper aux antibiotiques. Lors de la semaine de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, en collaboration avec les ministères sectoriels, organise une série d'activités à l'endroit des décideurs, des professionnels de la santé humaine, animale, environnementale et végétale. Le reportage de Clément Bocco. Les professionnels de la santé humaine, animale, environnementale et végétale sont appelés à plus de précautions dans la manipulation des antibiotiques. Une semaine de lutte contre la résistance aux antimicrobiens RAM est initiée par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, point focal national de la surveillance de la RAM et les ministères sectoriels. Selon les professionnels de la santé, les microbes deviennent de plus en plus résistants aux antimicrobiens utilisés pour les combattre quand les prescriptions ne sont pas respectées. Nous rencontrons des bactéries qui sont résistantes à presque tous les antibiotiques connus. Dans ce cas-là, il est très difficile de traiter le malade. Il faut éviter d'attraper les bactéries résistantes aux antibiotiques. Il faut bien se laver les mains, observer les règles d'hygiène. Il faut éviter d'échanger les médicaments entre les populations. Les professionnels de santé doivent toujours se conformer aux bonnes pratiques de lutte contre l'infection et ne devraient prescrire et distribuer des antibiotiques que lorsque les patients en ont vraiment besoin. Le secteur privé doit investir dans la recherche et développement sur de nouveaux antibiotiques et le secteur agricole doit réduire l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage. C'est en travaillant ensemble et en adoptant une approche intégrée de la protection des antibiotiques que nous pourrons tous trouver les conditions d'un avenir plus sain pour nous-mêmes et pour nos populations. Plusieurs conférences et des panels pour amener les praticiens à plus de vigilance. La semaine de lutte contre la résistance aux antimicrobiens est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la première fois qu'elle est célébrée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire célèbre la 30e édition de la Convention des droits de l'enfant, occasion de faire le point de la situation des droits des enfants en vue d'assurer leur mieux-être, notamment le droit à la vie, à la santé, à l'éducation et à la protection. Aujourd'hui, des enfants se sont fait entendre au ministère de l'Hydraulique. Et si le temps d'une journée, les enfants prenaient le pouvoir? C'est chose faite ce lundi 20 novembre 2019 au ministère de l'Hydraulique. Le ministre a réuni son cabinet pour échanger sur le manque d'eau potable dans certaines localités dû à l'incivisme des populations qui cassent les canalisations. DICA, prenez toutes les dispositions. Voyez avec le DGBT, le DAF Touré et le DG de la SODECI pour réunir cette somme rapidement avant que la situation ne dégénère. Forme également un comité de crise pour gérer cette affaire avec sévérité. Dans le monde entier, de nombreux enfants se font entendre à l'occasion de la Journée mondiale des enfants. Ils prennent la parole et montrent qu'ils sont capables d'interpeller les pouvoirs publics. J'ai choisi d'être ministre pour pousser mes collaborateurs à arranger les canalisations d'eau et desservir les zones touchées. Le 20 novembre est loin d'être une date comme les autres pour les enfants. Ce jour leur est consacré et marque l'anniversaire de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Une journée globale avec un message dynamique, mais où on rappelle au monde que les enfants aussi
ont des choses à dire, que les enfants ont une voix. Et ce qu'on a vu ici, c'est le ministère de l'Hydraulique qui a remplacé son cabinet par des jeunes qui sont ici aujourd'hui et qui ont pu faire part des préoccupations dans leur communauté. Aujourd'hui encore, 264 millions d'enfants n'ont pas accès à l'école et 250 millions vivent en plein cœur de conflits et de guerres initiés par des adultes, indique l'UNICEF. Un sondage de l'UNICEF réalisé auprès de jeunes âgés de 9 à 18 ans souligne que pour eux, la priorité, c'est l'éducation. On a initié cette stimulation, je veux dire, pour permettre aux enfants d'être sensibilisés aux problèmes de l'eau potable dans les villages, au milieu rural, et le problème de l'eau potable dans le milieu urbain. Quand les enfants le disent, c'est que vraiment c'est profond et c'est les réalités que nous vivons sur le terrain. La Journée mondiale de l'enfance offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en acte concret en faveur des enfants partout dans le monde. La commune de Koumassi s'est inscrite dans une nouvelle dynamique d'amélioration des conditions de vie des populations pour renforcer les actions d'aménagement et d'assainissement. L'équipe municipale lance un nouveau projet. Il s'agit d'un forum Investir à Koumassi qui permet aux investisseurs de découvrir les potentialités économiques, touristiques et culturelles de la commune. Ce forum va permettre de créer 7000 emplois pour les jeunes et les femmes. Mamadou Kwasi. La commune de Koumassi a depuis quelques mois un nouveau visage. Un visage reluisant, fruit de nombreux chantiers de développement ouverts dans la commune par le maire Cissé Ibrahima Bakongo. Aujourd'hui, la commune veut passer à une autre phase, attirer des investisseurs pour renforcer davantage les efforts de l'équipe municipale. Un forum est organisé ce jeudi 21 novembre pour présenter les opportunités économiques, culturelles et touristiques de cette commune du sud d'Abidjan. Ce sont des projets qui partent du commerce, l'industrie, le tourisme et l'hôtellerie. Parlant du tourisme et l'hôtellerie, Koumassi est une richesse balnéaire avec 2 îles encore inexploitées, île Désirée et île des Chauves-souris. Mais lorsque nous avons fait visiter ça à des spécialistes, ils ont dit vraiment que c'est un paradis que Koumassi a. Et tous les projets structurants autour de ces îles-là vont permettre donc de créer beaucoup d'emplois. Au terme de ce forum, ce sont des milliers d'emplois qui seront créés pour les jeunes et les femmes. Une initiative qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Nous avons parlé de 3 000 emplois directs attendus et 4 000 emplois indirects, qui sont 7 000 emplois potentiels qui vont être créés. Donc je pense qu'au plan social, ça va créer cela, mais ça va aussi améliorer le niveau de vie des populations. Donc aujourd'hui, Koumassi est un label, mais ce label doit avoir de la contenance en termes de développement, et c'est ce que Investir à Koumassi offre. Nous disons que Koumassi offre ses potentialités en opportunités d'investissement gagnant et sécurisé. Le forum Investir à Koumassi se veut une plateforme de rencontre et d'échange entre les investisseurs privés et l'équipe municipale. Pour cette journée du jeudi 21 novembre, ce sont des centaines de chefs d'entreprise qui vont échanger avec les responsables communaux, ainsi que les jeunes et les femmes de la commune de Koumassi. Entretenir de bonnes relations avec votre voisinage a de nombreux effets positifs. D'abord, un quartier où il est agréable de vivre et aussi un sentiment de sécurité. Les habitants de la cité Le Bonheur de la Riviera Palmeraie, c'est dans la commune de Cocody, l'expérimentent depuis 4 années maintenant. Ils ont partagé un repas pour mieux se connaître et cultiver le vivre ensemble. Le reportage de Clément Boko. L'heure est à la fête à la cité Sikoji, dite Cité du Bonheur de la Riviera Palmeraie. Les habitants de ce quartier prônent le bon voisinage et le vivre ensemble. Un partage de repas entre voisins et voisines pour sceller les liens de fraternité et de solidarité. Une initiative du syndic. Pour nous, c'est la façon la plus simple possible de vivre la paix, d'amener les uns et les autres à casser les murs de défiance et de méfiance. Parce qu'à Abidjan, surtout dans nos quartiers de Cocody, chacun se croit s'enfermer dans sa maison. Alors que ce n'est pas des habitudes africaines. Nous voulons retourner à ces habitudes ancestrales au village, qui fait que tout le monde peut manger ensemble. Et c'est ce que vous constatez, tout le monde mange ensemble le 15 novembre de chaque année à la Cité du Bonheur. Cette journée du bon voisinage, qui est à sa 4e édition, est saluée par les habitants du quartier. C'est bon de célébrer la paix dans la cité parce que parmi nous, la majorité, on ne se parle pas, on ne se connaît pas. Ce n'est pas parce qu'on est en histoire, mais on ne se voit pas. Mais c'est notre jour de retrouvailles.
Et je pense que c'est une bonne chose. Actuellement, tout le monde connaît sa voisine. On a mangé ensemble, on fait danser ensemble, la joie ensemble. Je suis trop contente de ça. Selon de nombreux riverains interrogés, l'individualisme gagne du terrain sur l'altruisme. La Cité du Bonheur demeure alors un bel exemple de solidarité à suivre. En Côte d'Ivoire, l'on enregistre au moins 35 accidents de la circulation par jour. En outre, en moyenne, 4 personnes meurent à la suite des accidents chaque jour, selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une situation qui préoccupe l'Ozère, qui a décidé d'impliquer les guides religieux dans la sensibilisation des usagers de la route. Doigt des lasers. Nous avons enregistré sur nos routes 12 533 accidents corporels. Ces accidents de la route ont occasionné 1509 morts et 19 200 blessés selon l'Office de sécurité routière de Côte d'Ivoire. Le taux d'accidents ne cesse de croître dans le pays. Au moins 4 personnes sont tuées par jour dans les accidents de la route avec plus de 54 blessés. La situation est critique. Il faut donc s'appuyer sur la religion pour la sensibilisation. Mosquées et églises sont prises d'assaut par les responsables de l'Ozère pour l'exhortation des usagers à la pratique du code de la route. Implorer l'aide de Dieu à travers les mosquées, à travers l'église, en cette occasion, pour situer les responsabilités pour que plus jamais la vie de nos enfants soit préservée sur la route. Dans ces lieux saints, le message est le même. Les guides religieux appellent à plus de responsabilités pour sauver des vies sur le réseau routier ivoirien. Nous demandons aux chauffeurs de ne pas prendre de l'alcool ou la drogue avant de monter sur le volant. Si vous le faites, vous êtes responsable devant les hommes, vous êtes aussi responsable devant Dieu. Et nous disons aux transporteurs de faire en sorte que les véhicules soient en état et qu'on fasse correctement les visites. Et nous disons aussi à ceux qui font faire les visites d'éviter de tricher dans ces visites parce que ça peut donner lieu à des résultats très négatifs quant à la vie des gens. Il y a certaines choses que nous ne savons pas. Croyant bien faire, nous parler, cela attire notre attention et ça ouvre nos yeux, notre intelligence pour savoir. Parfois, nous croyons que nous avons raison. Nous avons raison alors que d'autre part, nous n'avons pas raison. Nous voulons donc vous remercier pour cet enseignement que vous avez. Zéro accident sur la route, c'est l'objectif visé par l'Office de sécurité routière d'ici à l'horizon 2021. D'accidents de la circulation, parlons-en encore. La plupart des accidents de la circulation dans la région du Hambol sont causés par les engins à 2 et à 3 roues. Des accidents dus principalement au non-port de casque par les usagers. Pour sauver des vies, près de 300 casques ont été distribués à des engins, à des motocyclistes qui conduisent des engins à 2 ou 3 roues. Sachez qu'en Éthiopie, les Sidama ouvrent le bal des revendications régionalistes. Le premier scrutin de l'ère Abiy Ahmed est le référendum organisé ce 20 novembre, à l'issue duquel la zone Sidama pourrait devenir le 10e État de la fédération. Les Sidama, une ethnie du sud de l'Éthiopie, se presse aux urnes aujourd'hui pour se prononcer par référendum sur la création de leur propre région au sein de l'État fédéral, un scrutin en forme de test pour la stabilité future du pays. Ils sont plus de 2 millions d'électeurs. L'Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants, est actuellement divisée en 9 régions semi-autonomes dessinées sur les bases d'un fédéralisme ethnique. Sa constitution exige que le gouvernement organise un référendum pour tout groupe ethnique souhaitant former une nouvelle entité dans l'année qui suit sa demande. Le scrutin de mercredi pourrait encourager d'autres groupes ethniques. L'Éthiopie en compte plus de 80 à se lancer dans la même voie. Au moins 10 autres groupes dans le sud du pays ont déjà lancé une procédure d'autonomie similaire à celle des Sidama. Ces derniers caressent le projet de quitter leur région depuis de longues années. Ils ont été galvanisés par l'arrivée au pouvoir en avril 2018 du Premier ministre réformateur Abiy Ahmed, récemment auréolé du prix Nobel de la paix. Les premiers résultats de ce référendum sont attendus jeudi.
Avant de nous dire au revoir, sachez que le nouveau chef de l'État sri-lankais, Gotabaya Rajapaksa, va nommer son frère Mahinda Rajapaksa au poste de Premier ministre, selon un porte-parole du gouvernement. Mahinda Rajapaksa prendra ses fonctions jeudi matin après la démission du chef de gouvernement sortant, Ranil. L'élection présidentielle de ce week-end au Sri Lanka a permis le retour au pouvoir du clan Rajapaksa après 5 ans dans l'opposition. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.